Qu'est-ce qu'on peut encore retirer de cette coopération avec Maurice ou avec Madagascar? On l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais Madagascar, par exemple. Il y a eu des Réunionnais qui ont tenté des expériences là-bas. Oui. Il y en a qui sont revenus la culotte dans la main, comme on dit. Ouais. Quelque part en tête, on a toujours la Sakai. On n'a pas vraiment oublié. Et pourtant, je veux dire, il y a tout pour une réelle coopération entre la Réunion et Madagascar. Mais il faudrait quoi? Vous, en tant que président de la Chambre de commerce, vous avez organisé des séjours de patrons réunionnais à Madagascar. À une époque, c'était les lois malgaches qui faisaient peur. Ça a évolué. Où ça bloque encore aujourd'hui? Au niveau de financement. Je vous prends un exemple. Vous décidez de créer une entreprise à Mada. Il vous faut 1 million d'euros. Un crédit. En termes d'investissement, et vous voulez aussi en termes de fonds de roulement. Aucune banque vous suivra. Vous allez voir la COFAS. La COFAS dit attention, moi c'est de l'exportation, monsieur. Et vous voulez installer une entreprise à Mada, et vous voulez ensuite exporter par exemple les produits vivriers, oignons, là, etc. Donc vous n'aurez pas l'appui de la COFAS. Vous cherchez un organisme bancaire pour vous accompagner dans votre projet d'investissement. Vous avez besoin d'1 million de crédit sur 5 ans ou sur 10 ans, vous ne trouverez pas, et je vous le dis, vous ne trouvez pas aujourd'hui un établissement bancaire qui vous... Même malgache, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Donc le premier facteur de blocage, à mon avis, c'est le problème du financement des investissements. La capacité, l'intelligence, etc., la possibilité que les malgaches nous accueillent, c'est possible. Mais quand vous n'avez pas l'accompagnement financier, il y a là une véritable difficulté. Mais sinon, mis à part ce problème financier, vous sentez chez les patrons réunionnais une réelle envie d'ouverture? Jusqu'à maintenant, non, mais de plus en plus, et notamment avec la crise, et je vous ai dit, ce phénomène d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui prend les manettes de l'économie, on sent qu'il y a de plus en plus une ouverture des rayonnés sur l'extérieur. Par exemple, moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, des groupes rayonnés investissent au Kenya, investissent en Inde, investissent avec leur argent, prennent des risques. D'accord. On va revenir sur un sujet qui vous tient à cœur. D'ailleurs, on avait même évoqué à un moment la possibilité que vous en preniez la tête, la création de cette nouvelle structure qui va regrouper à la fois l'aéroport de Gilo et l'aéroport de Pierrefonds. C'est un pendant du tourisme, parce que le tourisme ne peut exister et se développer que si nous avons des structures aéroportuaires qui tiennent la route. Comment ça va se passer, ce développement? J'ai vu que la région avait voté des fonds pour le développement de Pierrefonds, et notamment, elle en sort du tourisme, pour un développement aussi à travers du fret, depuis le départ de Pierrefonds. Comment vous voyez, vous, l'avenir de ces deux aéroports? Est-ce que c'est raisonnable, pour un département comme La Réunion, d'avoir deux aéroports sur ces petits territoires? D'abord, il faut qu'il y ait une complémentarité. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Vous savez qu'un aéroport, c'est une entreprise. Cet aéroport doit gagner de l'argent. Si on perd de l'argent, ça veut dire que c'est le contribuable qui paiera 2 fois lorsqu'il l'utilise, et en payant des taxes aéroportuaires. Et puis si en plus il y a des subventions à gogo, paiera une 2e fois. Donc ça, pour moi, c'est pas normal. Donc il faut vraiment trouver le lien de complémentarité entre Pierrefonds et Roland-Garros. Pour moi, le positionnement est simple. C'est la vocation de Pierrefonds, c'est une vocation du développement régional en matière aérienne, et Gilo, la métropole, l'Europe, etc. Donc il faut trouver le lien de complémentarité. Ça, c'est un débat politique que je ne peux pas trancher, mais c'est les politiques qui décideront. Deuxième chose, aujourd'hui, Roland-Garros est saturé, parce que nous finirons quasiment l'année à 2 millions de passagers. Et vous voyez, quand il y a 4 avions qui partent le soir, le hall de réception la queue fait 100-150 mètres dans l'aéroport. En plus, quand il fait chaud, il n'y a pas de climatisation. Quand il pleut, période, on va rentrer là, des gens attendent à l'extérieur, on ne peut plus. Et figurez-vous qu'on file vers les 3 millions de passagers. Donc il faut revoir la structure. Ensuite, il y a l'A380 qui devrait débarquer en 2014. Et au-delà de ça, il y a Air Austral qui a investi, il y a Airlib qui vont investir aussi. Donc nous sommes aujourd'hui dans une croissance très très importante, et il faut investir. Là, nous passons à la société aéroportuaire. Je viens de négocier, je l'ai obtenu la semaine dernière, un contrat de 38 ans de concession,
ce qui fait qu'on pourra mener les investissements. Pour le compte de la Chambre de commerce. Voilà, donc il y aura ce contrat de 38 ans et on a un programme d'investissement qui va dépasser les 200 millions uniquement sur Roland-Garros. Je pense qu'aujourd'hui il y a un consensus de la région et de l'État pour mener ces investissements. Bon, j'ai pas tellement d'inquiétude. En ce qui concerne Pierrefonds, ce sera un choix politique. Est-ce qu'il faut une piste de 2600 km 600 mètres. Oui, 2600 mètres. C'est toute la question que les politiques devront trancher. Mais il faut bien comprendre aussi qu'aujourd'hui et demain avec la route du littoral et l'entrée de Saint-Denis, Pierrefonds sera à moins d'une heure de Roland-Garros. Moins d'une heure. Donc c'est toute la question de la rentabilité de Pierrefonds. Et c'est pour ça, moi, je pousse pour que les élus acceptent une vocation régionale de Pierrefonds.